de 10 ans. Pas très facile dans la presse de vivre 10 ans. Et donc je vous souhaite encore beaucoup de décennies. Je suis particulièrement heureux que Adama soit sur scène parce que on fait quand même pas mal de choses assez souvent et ensemble. Et chaque matin, c'est très passionnant de vous lire et ça nous est très nécessaire. Je remercie tous les gens qui ont bravé le besoin de repos du samedi et qui sont ici. Et je voudrais vous dire, avant de répondre à la toute petite question que vous me posez, où va l'Afrique? C'est une petite question étroite, hein, et simple. Mais avant cela, je voudrais dire que moi je suis très attaché à la qualité de l'information économique. Je pense qu'elle n'est pas tant une question d'information et de communication, elle est vraiment, la presse économique, au cœur de la construction de nos économies. Il n'y a pas l'effet économique et puis la façon dont on en rend compte, la façon dont on rend compte de l'économie construit cette économie. Et on en parlera, je pense, à un moment donné. Alors, si vous voulez, ce qu'on est en train de vivre est incontestablement une crise qui suit une crise qui suit une crise. Ça fait quand même beaucoup d'additions de crises. Mais regardez quand même la façon dont on a abordé la crise du Covid. Au fond, le monde entier a prophétisé que l'Afrique allait être la principale victime. Et de tous les continents, et en matière sanitaire et en matière économique, ça a été le continent le moins éprouvé. Alors il a été très éprouvé, donc je ne suis pas en train de minimiser le choc. Nous n'avons pas échappé à la crise. Mais par rapport à l'idée, les systèmes de santé publique vont s'effondrer, la gouvernance va être très inadaptée, les populations sont particulièrement fragiles, il faut admettre que comparé à l'Asie, comparé à l'Amérique latine, et évidemment comparé à l'Europe, aux pays les plus riches, l'Amérique du Nord, il se trouve que les conséquences ont été beaucoup plus limitées que la prophétie. Et même chez des grands spécialistes, hein, même l'OMS était alarmiste. Et dans la presse, pas forcément économique, mais dans la presse générale, on attendait l'effondrement africain dans le Covid. Comme nous sommes dans un pays, le Bénin, qui du point de vue économique n'a pas été en récession, comme on est dans un ensemble, l'UEMOA, qui n'a pas été en récession, et que le monde a connu sa récession historique la plus élevée, c'est bien quand même qu'il y a eu une spécificité dans la crise de l'Afrique. Alors, on ne nie pas du tout la crise sur beaucoup d'entreprises et sur les populations les plus vulnérables, et notamment celles qui ont des revenus journaliers. On ne nie pas la crise, je ne suis pas dans le déni. Je dis simplement, la gouvernance africaine a été quand même en très fort progrès pendant cette pandémie. C'est assez impressionnant de voir comment, dans beaucoup de domaines, elle a réussi, l'Afrique, à répondre vite et collectivement. Et ça, c'est un acquis pour les crises suivantes. Si vous voulez, il y a des choses qui, moi, m'ont beaucoup frappé vite, parce qu'on avait la chance d'être touché plus tard et d'avoir vu les lenteurs européennes, en fait, dans la réponse au Covid. Cette idée que c'était une maladie chinoise, qu'elle allait peut-être être un peu italienne, mais qu'elle serait que italienne, et puis petit à petit on s'apercevait. Nous avons le tiers de la densité de l'Europe. Nous avons 40 habitants au kilomètre carré, et en fait la densité des échanges humains est évidemment quelque chose d'important, et le continent est jeune, et les premiers variants s'attaquaient moins aux jeunes qu'à d'autres. Enfin, il y avait toute une série de raisons, pas tout éclairées encore, mais enfin, en attendant, vous avez eu des réponses rapides.
et qui, au fond, avait tiré les leçons des autres réponses sur d'autres continents. Mais ce qui m'a frappé, c'est pas tellement ça, c'est la gouvernance collective. Or, où va l'Afrique? Elle va vers son unité. Et on peut en douter parce qu'il y a des conflits internes, il y a des conflits entre pays, etc. Mais il y a quand même un mouvement irrésistible d'unité. Donc la dynamique de fond, c'est vers l'unité. Vous avez parlé de la résilience et du fait que toutes les prévisions ont été démenties par cette résilience. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure de la reprise, on n'a pas l'impression que l'Afrique est un peu laissée en retard par rapport aux autres pays, surtout au monde développé? Alors non, parce que moi je crois que les acquis de gouvernance vont continuer à jouer. Je vous donne un exemple de la gouvernance. Le président Cyril Ramaphosa était président de l'Union africaine en 2020. Il avait autour de lui les vice-présidents, dont le président Macky Sall, mais les vice-présidents de l'Union africaine. Tous les vendredis, en visioconférence, les chefs d'État coordonnaient leurs actions. Tous les mercredis, une quinzaine de ministres des Finances préparaient la coordination des actions. Résultat, pour la première fois en matière de dette, Ngozi, qui n'était pas encore la patronne de l'Organisation mondiale du commerce, et Trevor Manuel, qui est le patron de Rothschild Afrique du Sud, enfin qui a évidemment été le ministre des Finances de Mandela. Donc, ces 4 envoyés spéciaux ont travaillé jour et nuit. Je suis témoin parce que Donald Kaberuka est cofondateur de notre petite société de conseil. Jour et nuit, avec le Fonds monétaire, avec la Banque centrale de Chine, avec les dirigeants européens. Et un vendredi d'avril, je me rappelle, Tidiane et Donald sont arrivés en disant, en dehors d'organiser le suspens de la dette pour se créer un espace budgétaire qui a été acquis à l'intérieur du G20. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on revienne à une idée qu'on a mise en œuvre en 2009, une distribution de droits de tirage spéciaux. Et c'était d'une conversation entre Cyril Ramaphosa en visioconférence et Emmanuel Macron. Et il parlait pour les 55 membres. Mais ça n'était jamais arrivé, ce genre de concertation. Et ils ont convaincu en 2 heures le président Macron d'une émission de 650 milliards au niveau mondial, de quelque chose qui n'est pas de la dette. L'Afrique a un quota de 33 milliards et ils se sont mis d'accord sur l'idée que ceux qui avaient moins besoin de ces droits de tirage spéciaux allaient essayer de faire passer de 33 milliards à 100 milliards, ce qui viendrait vers l'Afrique, c'est-à-dire quand même 3% du PIB, qui est un élément de réponse et de financement. Et il a dit, j'en parle à Angela Merkel tout à l'heure, j'en parle aux 4 pays européens membres du G20, j'en parle au roi Salman qui préside le G20, et on va y arriver. Et on y est arrivé. Alors aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à 100, je crois on estime qu'on est à 90 milliards d'engagement vers l'Afrique des pays qui n'ont pas le plein usage de leurs droits de tirage spéciaux. Ça n'est jamais arrivé que 55 pays parlent de leurs dettes, et vous imaginez la puissance de faire ça à 55 contre le Bénin d'un côté, la Zambie de l'autre, etc. Et dans les semaines qui ont suivi, ils ont mis en place une plateforme numérique pour également acheter en gros les équipements sanitaires, et ils ont commencé à négocier sur le vaccin, où ils avaient, avec le soutien d'Afreximbank, un mécanisme de paiement automatique. Donc ils ne se posaient pas le problème de savoir si l'Afrique allait être capable de payer les respirateurs, les masques ou les vaccins. Après, il s'est posé le problème de la pénurie de vaccins. Et là, l'Afrique a été maltraitée par à peu près tout le monde, pas seulement par les Américains, l'Europe, mais aussi par l'Inde, etc., qui ont interdit les exportations de vaccins pour s'en réserver le bénéfice. Donc ça a été beaucoup plus long sur les vaccins. Mais le mécanisme mis en place, il était complètement collectif, extrêmement efficace, très rapide. Là, l'envoyé spécial, c'est un homme d'affaires aussi, donc le secteur privé collaborait.
Beaucoup d'entreprises ont collaboré d'ailleurs à ce moment-là. On a découvert que le secteur privé assumait en Afrique des missions d'intérêt général. Le coordinateur, c'était Strive Massiwa, le grand spécialiste de télécom de l'Afrique de l'Est, qui a été extraordinairement rapide. Notre amie et sœur Fatoumata Ba, qui est une grande spécialiste de numérique, a monté cette plateforme d'achat. Tout ça, c'est des acquis irréversibles. C'est-à-dire on a la méthode, on n'avait jamais fait tout ça. Il n'y a pas de raison que ça ne joue pas également dans la résolution des crises suivantes. Et en ce moment, l'Union africaine, avec, vous voyez le président Macky Sall partout exprimant la voix de l'Afrique, est à l'œuvre pour les céréales, est à l'œuvre pour les échanges d'hydrocarbures, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a des acquis de la crise. Deuxième chose qui, moi, me fait penser qu'on va vers des changements irréversibles, c'est que maintenant, tout le monde a compris que le continent ne peut pas être vulnérable et dépendant sur un certain nombre d'approvisionnements clés. Les céréales, mais nous avons une capacité céréalière très importante. En potentiel. Pardon ? Nous avons un potentiel, Non, nous avons déjà... Regardez, le Bénin est exportateur dans toute la région de maïs. Quand nous parlons de la dynamique cotonnière du Bénin, ou du Mali, qui était le premier, qui a eu un effondrement très temporaire pour des erreurs de politique publique, mais qui est remonté ensuite à un niveau, du coup, à peu près égal à celui du Bénin. Mais ça cache la forêt. Les principales productions sont alimentaires, elles ne sont pas textiles. Le maïs de ce pays a progressé au même rythme que le coton. Le manioc de ce pays a progressé au même rythme. Et aujourd'hui, si vous voulez, avec la hausse des prix, vous allez avoir une incitation encore supplémentaire à progresser. Les premières productions du Mali en matière agricole, c'est pas le coton. Le coton, comme c'est le produit d'exportation, on vous parle sans arrêt du coton, mais c'est les céréales et l'élevage, les produits de l'élevage. Donc, si vous voulez, nous avons en fait la pratique. Et la question, c'est est-ce qu'on peut monter en puissance ? Est-ce qu'avec des incitations de prix, on est capable de faire encore plus d'efforts dans la partie alimentaire de notre agriculture ? Et donc, faire très attention. Nous avons les traditions, nous avons les productions. Il faut de temps en temps, que l'économiste explique ce que sont vraiment nos économies. Parce que nous regardons nos économies avec les yeux d'étrangers qui investissent dans nos pays, qui achètent nos produits, qui nous en vendent. Et donc on dit le coton, oui, enfin, l'économie de ce pays, c'est du maïs, du manioc, du niébé, c'est ça les productions. Regardez les chiffres. Alors on n'en parle pas parce que c'est moins formalisé, on n'en parle pas parce que c'est en partie autoconsommé, et on n'en parle pas parce que ça n'intéresse pas le reste du monde, parce que nous consommons sur nos marchés intérieurs de la CEDEAO. Mais nous avons des économies bien plus diversifiées, avec des capacités bien supérieures à ce que les gens pensent. À un certain niveau de prix, comme nous avons des agriculteurs extrêmement rationnels, il faut rompre complètement avec l'idée que nos agriculteurs ont besoin d'être assistés systématiquement. Ça n'est pas du tout le cas. Et nous avons des réactions extraordinairement rapides. Donc devant la situation d'aujourd'hui, on ne va pas rester les bras ballants. Il ne faut pas penser que l'Afrique agit toujours en statique comparative, en étant complètement statique. Voilà, on importait X en 2020, ça monte en 21, en 22, on ne va rien changer à nos comportements, à nos investissements. C'est pas comme ça que ça se passe. Regardez encore l'exemple du Mali. Le Mali passe de 800 000 tonnes de coton à 360 000 en un an. Pourquoi ? Parce que le prix, alors je suis timide là, je parle devant des spécialistes, mais le prix d'achat aux producteurs
il passe de 250 francs CFA à 200. Mais le problème, c'est que quand vous enlevez 50 francs CFA, vous enlevez toute la partie revenu. Vous ne laissez aux producteurs que les coûts. À ce moment-là, allez regarder dans les excellentes notes, j'en parlais l'autre jour avec Léonard, nous avons d'excellentes sources économiques, les excellentes notes de l'UMOA, allez regarder qu'est-ce qu'ils ont fait les paysans instantanément, diviser par 2 les emblavements de coton et augmenter considérablement les céréales. Parce que quand vous prenez le revenu des gens, parce que vous avez fait une erreur politique économique majeure, bon, avec des conséquences politiques, comme vous avez vu, considérables, et notamment 2 coups d'État, et quand vous faites une pareille erreur, si vous voulez, on ne prive pas nos populations de leurs revenus. Aussitôt, culture annuelle, ils passent à autre chose. On dira ce qu'on dira du régime de fait du Mali. Une de ses premières décisions, c'est de remonter le prix du coton à 280. Et l'une des premières conséquences, c'est de remonter à 800 000 tonnes. Nous sommes le contraire d'économie statique. Les gens qui nous disent l'Afrique, désormais, elle va être dévastée par la famine, sont les mêmes qui nous disaient elle va être dévastée par le Covid. Parce que chaque fois, il y a l'idée, l'Afrique immobile ne va réagir en rien. La gouvernance ne va pas fonctionner. Les populations ne vont pas être capables de réagir. Nous sommes devant des situations extrêmement élastiques où les gens prennent eux-mêmes en soin leurs intérêts et réagissent et agissent. Et ça, c'est très important. C'est une des leçons du Covid. Je prends l'exemple d'un pays dans une situation critique, le Mali, pour dire que là aussi, les gens, au fond, ont des réactions assez expertes et tout à fait bénéfiques. Donc vous allez avoir ce changement, au fond, dans nos productions alimentaires pour répondre à nos besoins. On peut substituer des céréales à d'autres céréales. Vous voyez Bénin, vous voyez les pays qui dépendent de la Russie et de l'Ukraine. Blé, Bénin, 100%. Et vous voyez les pauvres pays qui vont être affamés. Enfin, on n'importe pas de blé. C'est minime. On consomme notre maïs, notre mil, notre sorgho. Donc il faut faire très très attention. C'est vrai. Le cliché de la presse non africaine, parfois un peu africaine, c'est de dire le Bénin, comme 3 ou 4 autres pays, comme l'Égypte, etc., va être affamé parce qu'il dépend à 100%. Mais on n'importe pas de blé. Alors, il y a des boulangeries à Cotonou, on fabrique des pâtes alimentaires. Quand je dis on n'en importe pas, on en importe peu. Mais on est un grand producteur de céréales, il ne faut pas se le cacher. Donc, exactement. Vous voyez, ça, c'est des acquis. La gouvernance collective d'une économie plus intégrée, c'est vraiment la démonstration Ramaphosa et ses special envoys de l'Union africaine. La réponse élastique pour s'adapter quand il y a une crise alimentaire, ça, c'est l'expérience. Je prends l'expérience malienne, mais il y a beaucoup d'autres expériences de ce type, y compris à l'intérieur du Bénin. Quand vous essayez d'expliquer l'historique de nos fluctuations, de notre volatilité sur la production du coton, vous verrez que ça dépend beaucoup de décisions de politique économique et d'adaptation très rapide de nos agriculteurs. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, oui. Moi, je pense que nous sommes équipés mentalement et dans nos pratiques pour réagir aux crises. Et sur les hydrocarbures, ça va donner un élément de dynamique incroyable aux énergies renouvelables. Parce qu'une particularité des énergies renouvelables, c'est que vous pouvez, pour certaines d'entre elles, les mettre en œuvre très vite. Quand vous regardez sur le solaire, l'équipement d'une mini-centrale solaire capable d'apporter dans un réseau local, d'un bourg, une ville moyenne, des solutions à toute la population en matière électrique et aux entreprises, c'est quelque chose que vous mettez en œuvre techniquement en 6 mois. Quand vous regardez quel est le problème du développement des énergies renouvelables, c'est qu'on met souvent 3 ans, 4 ans, 5 ans à financer,
quelque chose qu'on va déployer sur le terrain en 6 mois. Là, aujourd'hui, tout le monde voit bien que la dépendance au prix des hydrocarbures pour les pays importateurs nets, c'est évidemment quelque chose qui est intenable si on ne réagit pas vite. Donc on est en train d'accélérer beaucoup les financements parce que ce n'est pas technologiquement que ça prend du temps de répondre. Donc si on veut avoir des réponses à 6 mois, il faut passer 15 jours à faire du financement, pas 5 ans. Et pour plein de raisons, parce qu'on fait ça avec de l'aide publique au développement qui parfois peut être un peu lente, ou parce qu'on n'a pas suffisamment de capitaux nationaux, etc. Mais là, vous avez un phénomène de dynamique qui fait que le prix relatif des énergies renouvelables est désormais très avantageux par rapport aux importations d'hydrocarbures. Ça pour l'Afrique qui importe. Maintenant, une chose que personne ne dit quand on parle de notre adaptation comme continent à la crise inflationniste, c'est que vous avez quand même un très grand nombre de pays où l'inflation des prix de matières premières bénéficie au pays. Prenez toute la région CEMAC, prenez la RDC, vous avez ce sont évidemment des pays qui sont nets gagnants à l'évolution actuelle. Or, c'est des pays qui étaient dans une situation compliquée de baisse des prix de matières premières minérales. Donc quand on vous dit, l'Afrique ne va pas résister à cette crise, elle va... Là où il y aura des problèmes de famine, des problèmes absolument réels, c'est là où il y en a toujours eu. Ça sera en Somalie, ça sera dans une bonne partie de la Corne de l'Afrique. Il y aura des difficultés plus particulières au Sahel, etc. Oui, ça c'est vrai. Il y a toujours eu des zones de vulnérabilité. L'Éthiopie en était à peu près sortie, qui était l'un des pays les plus exposés. Elle va avoir une conjoncture difficile, mais ce sont des raisons climatiques locales, politiques locales, des raisons de conflits locaux. Mais globalement, personne ne le dit, l'Afrique est net gagnante au mouvement des prix. Alors, l'Afrique est gagnante, mais on se rend compte quand même qu'il y a un vrai paradoxe africain. Je prends l'exemple d'un grand pays comme le Nigeria, qui est le premier ou le deuxième producteur de pétrole en Afrique, mais qui n'a pas de raffinerie, qui est obligé d'importer des produits pétroliers. Donc, est-ce que ça ne va pas justement restreindre cet avantage qu'on a avec la hausse des matières premières? Non, mais à court terme, on fait partie des pays pétroliers dont le pétrole est le premier poste d'exportation et dont le pétrole est le premier poste d'importation. Parce qu'effectivement, on exporte le brut et on importe les produits à valeur ajoutée, les produits raffinés. Pas que le Nigeria. Il y a le Cameroun, le Gabon, le Congo, etc. Mais si vous voulez, la réponse ne peut pas être immédiate. Parce que ça demande énormément de capitaux. Donc vous dites, on n'a pas de raffinerie. Oui, dans le pays à 35 km, là, il va y avoir des investissements très importants qui rentreront en production avec la raffinerie de Dangote. Là encore, on a besoin de capitaux. La famine africaine en matière économique, c'est la famine de capitaux. Quand on est capable de rassembler les capitaux, on est capable d'arriver, et comme tout le monde, à faire des produits importés. Ce n'est pas qu'on n'a pas compris que des produits à valeur ajoutée, qu'on est obligé d'importer, des produits raffinés, ne nous seraient pas bénéfiques. C'est pas que nos dirigeants sont aveugles, c'est pas le sujet, c'est que c'est un investissement de 10 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, il faut bien que vous voyez qu'une crise comme celle-là, parce qu'elle change les prix relatifs, rend possible des investissements, et la pénurie mondiale de gaz et même un peu de pétrole aussi rend tolérable des développements d'investissements dans nos pays.
Mais prenez la Côte d'Ivoire. Notre société travaille un peu sur la société ivoirienne de raffinage, dont on a accompagné un peu le refinancement il y a 2 ans, et on travaille sur les problèmes de qualité et les problèmes d'expansion. Bon, la Côte d'Ivoire est dans la situation inverse. Elle est exportatrice de produits raffinés. Donc c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est ça qu'on ne sait pas qu'on ne veut pas faire. Il n'y a aucun aveuglement. Aucun. Parce que souvent on nous présente comme vraiment des enfants en matière économique. Enfin, moi ça m'amuse beaucoup. Enfin, ça m'amuse. C'est un peu tragicomique, si vous voulez. Et notamment, je trouvais ça plutôt tragique quand j'étais au gouvernement de ce pays. Les gens viennent vous donner des leçons. Il faut se prémunir de cela. Les journalistes expliquent ça. Les gens viennent, s'asseyent en face de vous et vous donnent des leçons. Du genre, c'est quand même simple, votre problème. Faites une raffinerie. Où ils nous disent, c'est quand même simple, vous voulez créer des emplois, mais industrialisez-vous. Quand même. Bon. Alors moi, ça m'amuse, parfois, il y a des jeunes Français du Fonds monétaire qui s'asseyent devant moi, ou de grandes institutions très sérieuses, et des garçons qui ont fait des très bonnes études, pas le sujet, s'asseyent devant moi et qui me disent, mais enfin, voyons, la contribution de l'industrie au PIB du Bénin est insuffisante. Sinon, vous ne créerez jamais d'emplois si vous ne vous industrialisez pas. Et utilisent le cliché habituel. La seule chose que vous êtes capable de faire, c'est des matières premières que vous ne transformez pas. Regardez vos noix de cajou, regardez c'est votre coton, etc. Moi, je trouve ça pas très constructif, si vous voulez, parce qu'à Glodjibé, un jour, ils vont s'apercevoir qu'on a désormais une filière textile complète. Même chose au PIA du Togo, même chose à San Pedro, etc. Un peu comme à Libreville. Ils ont fini par comprendre, apparemment, les Gabonais, que c'était mieux de vendre des meubles que de vendre des grumes. Et donc, du coup, ils ont interdit l'exportation de grumes. Et la zone économique derrière le port de Libreville est juste un succès impressionnant. Et comme c'est les mêmes qui agissent à Glodjibé, à Découpé, à San Pedro, à Nouakchott, il se passe quelque chose. Donc, si vous voulez, les gens s'asseyent devant vous et vous disent, enfin, bon sang, c'est simple. Industrialisez-vous. Alors j'ai dit, mais vous vous rappelez quelle est la part de l'industrie dans le PIB de la France? Alors vous voyez, c'est 11% du PIB, c'est-à-dire c'est un peu en dessous du Bénin. Bon, ça ne les déstabilise pas beaucoup, hein, parce qu'il y a une telle pression sur le thème qui est complètement faux, enfin je veux dire, comme si nous ne connaissions pas nos problèmes. Il y a en revanche, Adama, juste, je ne vais pas vous couper la parole, mais une chose sur laquelle l'économiste doit enquêter et que vous devez rappeler dans Financial Afrique tous les matins. Nous ne sommes pas surendettés, nous sommes dramatiquement sous-financés. Et ça, si vous voulez, on ne fait pas des raffineries avec des centimes. Bon. Le Bénin n'est pas surendetté en termes de dette publique. Quand je dis ça de temps en temps, les gens se disent « ce garçon est en train de virer sa cutie politique ». Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est factuel. Quand on a 50% du PIB en dette publique, à des taux concessionnels sur des durées longues, on est sous-endetté en termes de dette publique. Alors, ce qu'écrivent les gens qui nous donnent des leçons toute la journée, c'est « oui, actuellement c'est très bien, mais enfin, vous êtes en risque de surendettement. » Oui, bon. Mais c'est pas ça le chiffre important, Adama, Léonard. C'est pas ça le chiffre important. Les crédits à l'économie, c'est-à-dire pas la dette publique aux États, c'est quoi dans le PIB? En UMOA, c'est 37% du PIB. Ça, c'est ce qui est notre financement bancaire, microfinance, pour le secteur privé, qui est évidemment ce qui produit 80% de la richesse, c'est-à-dire les entreprises et les ménages. C'est très peu. Mais les gens ne se rendent pas compte de combien c'est peu. Le crédit à l'économie
dans l'Union européenne est de l'ordre de 150% du PIB. Il atteint un record aux Pays-Bas au-dessus de 200% du PIB. C'est les crédits aux ménages et les crédits aux entreprises. Okay ? En Afrique, il y a 3 pays qui sont convenablement financés au niveau du secteur privé. Le Maroc, où c'est ce qui doit être notre objectif, 110% du PIB, et au-dessus, 90% et au-dessus, 2 pays, qui se trouvent être dans le top 3 des pays, qui sont la République arabe d'Égypte et la République d'Afrique du Sud. Voilà les 3 seuls pays qui ont un niveau de financement compatible avec les besoins de base. La vérité, c'est que dans les autres pays, ce qui est le premier emploi de l'épargne du monde, le premier poste de toutes les banques du monde, sauf les nôtres, c'est le crédit au logement pour les ménages. Nous n'avons pas, en Afrique subsaharienne, sauf de façon élémentaire, de crédit aux ménages, sauf pour une pellicule de 2% des ménages, sur le logement. Le deuxième poste des banques du monde entier, c'est le fonds de roulement des entreprises. Nous n'avons pas de concours au fonds de roulement des entreprises. Le troisième poste des banques du monde entier, c'est les investissements des entreprises. Nous n'avons pas, et là encore, je ne parle pas d'une pellicule de très grandes entreprises, mais de l'ensemble des entreprises, nous n'avons pas de financement des investissements. Le résultat général, c'est des crédits à l'économie qui représentent moins de 40% du PIB, qui sont de 150% du PIB en France. Donc, il faut réfléchir. Alors, parlons devant la BRVM. Aux États-Unis, il n'y a pas un financement bancaire aussi important qu'en Europe. Il n'est pas aussi bas que dans l'UEMOA ou dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a un autre instrument qui finance les entreprises, même moyennes, qui est le marché financier. Donc c'est vrai, on peut avoir des différences de financement, mais le financement, c'est quand même absolument incontournable. Vous pouvez vous asseoir et dire, enfin, faites des produits raffinés, oui, enfin, finançons la raffinerie en question, ok ? À part que, si vous n'avez pas de crédit au logement, pas de crédit à la consommation, pas de crédit au fonds de roulement, pas de crédit à l'investissement, et que vous n'avez pas encore la dynamique de marché financier qui permet d'aller faire des émissions obligataires sur vos marchés, vous n'êtes ni dans une situation nord-américaine, ni dans une situation européenne, ni dans la situation du Maroc, ni dans la situation de l'Égypte, ni dans la situation d'Afrique du Sud. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas financé. Donc, Léonard, Adama, l'information économique est tellement importante. Racontez tous les jours que les gens qui nous parlent en termes de surendettement ne regardent que les États. D'abord, les États africains, globalement, sont beaucoup moins endettés que les pays de l'OCDE. Mais oublions ce détail, c'est le financement de l'économie qui est important. C'est les 80% du reste du PIB. Vous voyez ? Et là, nous sommes au tiers de nos besoins. Et donc, une grande partie du travail collectif à faire pour les dirigeants, et heureusement, ça va assez vite. Maintenant, la BRVM s'allie avec les gosses pour avoir plus de profondeur, travaille avec Casablanca, Kigali avance à toute vitesse, etc. Enfin, il se passe quelque chose. On n'est pas inerte, si vous voulez. Mais tant qu'on n'aura pas 3 fois exprimé en pourcentage de la création de richesse, de la production, le niveau, tant qu'on ne sera pas à un niveau au moins marocain, qui est encore en dessous de tous les pays développés, on sera dans une situation où on ne peut pas accélérer encore plus pour le développement. Vous voyez ? C'est pour ça que quand, à chaque émission du Bénin, je dis le Bénin a encore fait un progrès, il a payé moins cher. Quand je suis arrivé,
puis j'arrête, hein, sinon vous ne pourrez plus me poser de questions. Alors, Mais quand je suis arrivé le 18 juin je 2015... vais vous inviter à prendre place, je pense que... Oui, si vous voulez. Voilà. Alors, quand je suis arrivé le 18 juin, j'ai demandé au directeur de la Banque centrale deux choses. Quels sont les horizons d'endettement du Bénin? Il me dit, vous émettez essentiellement à 1 an, maximum à 2 ans, sur la BRVM, en obligation. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout le passif public, en francs CFA, sur la BRVM, est exigible dans l'année. Vous avez une année de sécheresse, vous avez une année d'inondation, vous avez une année quelconque, vous êtes en défaut parce que vous êtes endetté à 1 an. Je vous rappelle que la dernière émission du Bénin, très bon marché, à vocation environnementale et sociale, elle a 2 tranches. Une tranche à 10 ans, une tranche à 30 ans. Moi, je ne peux pas, parce que je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté politique, je ne sais pas quoi, je ne peux pas ne pas dire qu'il s'est passé quelque chose quand même entre mon passif est exigible dans l'année et mon passif est exigible à 30 ans. À 30 ans. Il s'est passé quelque chose, c'est une révolution financière. Ouais. Bon. Alors, et il y a quelques pays qui font comme nous. Excusez-moi, Lionel Zinsou, donc pas d'ambiguïté politique comme vous le dites, un mur de la dette qui recule, mais aussi un pays qui passe à la catégorie de pays à revenus intermédiaires. Je pense quand même que là, il y a eu une rupture. Et vu de Dakar et d'Abidjan, c'est surtout la note du Bénin qui est presque au même niveau aujourd'hui que les 2 premiers pays de l'IOMOA. C'est surtout cette note-là par les agences internationales de notation qui a fait un petit peu sensation. Pouvez-vous revenir sur ça? C'est la dernière question que je vous pose avant de donner la parole au public. Si vous voulez, ce qui est important, moi je crois, pour chacun de nos pays, c'est de construire un statut respecté parce qu'il est constant, parce qu'il est consensuel dans le pays et qui permet pour les gens qui s'intéressent à ce pays, parmi eux des investisseurs ou les citoyens de ce pays qui peuvent investir dans leur pays, d'avoir une image, une idée très construite de ce pays. La signature du Bénin vaut quelque chose. La signature du Bénin, elle vaut qu'on peut aller sur un marché et dire à des gens sérieusement, prêtez-moi de l'argent sur 30 ans, parce que vous pouvez être confiant que sur 30 ans, on va continuer à faire des progrès et de la croissance. Alors évidemment, dans les campagnes électorales, ceux d'entre vous qui se rappellent des termes de campagne électorale, par exemple en présidentielle du Bénin, il est de bon ton de dire vous avez surendetté le pays, vous l'avez géré n'importe comment, etc. La vérité vraie, c'est quand même que depuis assez longtemps, et ce n'est pas lié à un régime en particulier, à un homme en particulier, le Bénin a des indicateurs décents. On est passé d'indicateurs décents et sains, c'est-à-dire on n'était pas surendetté, on n'avait pas de déficit budgétaire excessif, on avait une certaine maîtrise de nos grands indicateurs. On a maintenant plus de croissance, parfois un peu plus de croissance que les autres, mais on peut regarder le Bénin sur 15-20 ans et constater que le pays a été raisonnable, discipliné. On n'avait pas d'inflation. L'inflation que nous avons d'aujourd'hui, elle est totalement importée. Nous avons, quand notre gari augmente sur le marché, c'est parce que comme les importations alimentaires augmentent et que c'est un substitut, donc il monte aussi. Mais notre inflation intrinsèque des 15 dernières années se promène entre moins 1% et plus 2%. Bon. Et donc, si vous voulez, moi ce que je crois, c'est que, vu de Dakar et d'Abidjan, mais vu de New York et de Paris et de Tokyo, c'est très important que notre pays, que notre banque de développement, la BOAD, qui a également fait des émissions impressionnantes en fait, en termes de bon accueil et de prix, bon, que les pays frères
dont on est extraordinairement solidaire, et le plus possible, au fond, une reconnaissance de la qualité de la signature. Nous avons aujourd'hui ce qu'on n'avait pas, un rating, et nous avons un rating qui est équivalent à celui de la Côte d'Ivoire et à celui du Sénégal, et nous avons été 2 fois augmentés dans notre notation. Et c'est vrai, il y a une unanimité des institutions internationales et des agences pour dire que ça va dans la bonne direction. Il est vital, quelles que soient les différences d'appréciation, quels que soient les engagements politiques, il est vital que ce statut positif du Bénin, cette signature du Bénin qui est désormais complètement crédible, cette profondeur dans le temps à laquelle maintenant on peut accéder, soit par tous les citoyens béninois renforcée, parce que c'est un atout décisif. Moins chère sera notre dette, plus longue elle sera dans le temps, plus on pourra regarder des projets structurants d'infrastructure, des projets d'industrialisation. L'industrie, ça suppose du temps pour faire un payback, un rendement sur l'investissement. On ne peut pas le faire pour le quantum public, on ne peut pas le faire à 1 an. Ça n'existe pas. On peut le faire à 10, on peut le faire à 30. Or, toute entreprise, nous parlions tout à l'heure de l'entrée de plus d'entreprises du Bénin sur la BRVM. Toute entreprise privée du Bénin aura un plafond de verre en termes de prix de sa dette, parce qu'on ne donne pas le crédit à des entreprises au-delà de la notation de l'État. Et donc, il est de l'intérêt de chaque entreprise que nous montions en notation, que l'État soit de plus en plus crédible, parce que pour elle, c'est une façon d'aller sur les marchés, vers le public, vers l'épargne, de lever des fonds longs dont elles ont besoin, à des taux plus bas, et parce que tout le monde est solidaire. Nous sommes solidaires de l'image publique du Bénin. Quand on est dans le secteur privé, vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut construire, et à mon avis, c'est ça qu'on est en train de construire. Voilà. Donc, une image à consolider. Mesdames et messieurs, vous l'avez écouté, Lionel Zinsou. Donc, j'ouvre à présent, sous vos applaudissements, merci. J'ouvre à présent la séance des questions-réponses. J'imagine que certains d'entre vous ont beaucoup de choses à lui demander par rapport à ces interventions qui ont porté sur la crise de l'énergie, la position africaine donc par rapport aux hydrocarbures, aux matières premières, sur justement la dynamique de nos États, le marché financier et son rôle, le sous-financement de l'économie. Retenez-le bien, nous ne sommes pas endettés, nous sommes sous-financés. Donc, première, voilà, mon cher Blaise Aountiédé, merci beaucoup, président d'Afrique Créance. Merci beaucoup, monsieur le modérateur et cher ami. Merci, Excellence, monsieur le Premier ministre, pour la qualité de votre communication. C'est très passionnant hein, quand on vous écoute. En tout cas, j'espère un jour avoir la chance de pouvoir débattre avec vous sur un certain nombre de sujets qui nous interpellent tous. Quand on vous écoute, on a l'impression que l'analyse est faite sous l'angle macro. Sous l'angle macro. Et que la plupart des indicateurs que vous indiquez tournent autour, ont une profondeur macroéconomique. Or, à mon sens, ce que je ne perçois pas, c'est la péréquation là avec l'angle micro. Parce que nos pays ont des disparités énormes. Moi, je suis totalement d'accord avec vous par rapport à la qualité de la signature qu'un pays doit avoir pour pouvoir lever des ressources assez à moindre coût, que ce soit sur le marché international. Mais quid de l'épargne intérieure? Qu'est-ce qu'on fait en termes de gouvernance pour qu'il y ait une contribution significative dans le processus de mobilisation de ressources
en impliquant les populations. Quel modèle de gouvernance nous pouvons mettre en place pour garantir en fait cet état de choses? Parce que si nous ne réglons pas ça, nous sommes obligés de subir les effets collatéraux, puisque nous sommes dans un environnement interdépendant. Nous sommes obligés de subir les effets collatéraux de nos actions au niveau international, etc. Donc moi, la question de fond, comment vous voyez la chose d'un point de vue micro? Et quelle gouvernance en fait vous mettez en place pour que cette contribution-là soit plus équitable, pour que les populations puissent s'impliquer en fait vraiment dans la gestion de... Là, c'est ma première question. La deuxième, il y a de l'inflation aujourd'hui et les populations perçoivent l'inflation comme un problème important et qui dégrade. Et quelle réponse on apporte dans le contexte de nos États, puisque ça touche directement en fait le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, c'est une question de fond. Je voudrais vraiment vous féliciter vraiment pour la qualité de la présentation de votre communication. Et il y a un point il y a deux points sur lesquels nous sommes tout à fait convergents. C'est vraiment la question de la qualité de la scienture, c'est important. La deuxième chose, c'est la qualité de l'information financière. Hier, je l'avais dit. Et aujourd'hui, il faut continuer à encourager les journalistes, notamment l'économiste, Financial Afrique, qui sont des jeunes Africains qui font un effort. Mais la question aussi, c'est comment faire pour soutenir, pour les accompagner, pour faire des journalistes d'investigation, parce que parler du financement de l'économie à sa juste valeur suppose des compétences clés, qui sont des gens qui ont fait d'autres études que le journalisme, qui peut accompagner cela. Donc, il me semble que vous qui aviez des relations, il serait important de voir quel mécanisme il faut faire pour accompagner ces structures-là, les journalistes, pour qu'on puisse ils puissent nous servir après dans l'analyse de l'information économique et financière de nos pays. Voilà un peu les trois questions que j'ai. Merci Blaise Aounchede, président de Afrique Créance. Je pense que nous allons prendre une série de questions. Voilà, par là s'il vous plaît. Oui. Merci. Je suis Jean-Yves Sizougan, je suis consultant. Je remercie comme mon prédécesseur M. Zissou pour ses propos, je dirais, brillants comme d'habitude. J'ai retenu en particulier ce qu'il a dit sur l'information financière, c'est-à-dire que l'économie, ce n'est pas seulement les chiffres, c'est la perception des chiffres, c'est la compréhension des chiffres, et donc c'est aussi l'information. Alors, j'ai été impressionné par, je dirais, l'analyse très favorable de la situation d'endettement du Bénin et d'une manière générale de l'Afrique. Sauf que je n'oublie pas, j'étais assez jeune, donc je n'oublie pas que nous avions eu une situation d'endettement à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui nous a conduit à un effondrement. Le PPTE, donc voilà, on était en difficulté dans tous nos pays d'ailleurs, et on nous a dit c'est parce qu'on était trop endettés, on ne pouvait pas rembourser nos dettes à l'époque, et tout ça. Et donc ça a été assez dur à l'époque, ça a amené les programmes d'ajustement structurel. Et pourtant, les chiffres étaient les mêmes, on était de toute façon sous-endettés. Si on regarde les critères de PIB, le taux d'endettement au niveau des pays européens à l'époque, on était bien loin de leur seuil d'endettement. Pourtant, nous avions subi ces difficultés-là à l'époque. Ce qui signifie que dans tous les cas, que vous soyez loin vous soyez en termes de sous-endettement par rapport à certains critères, la dette, vous devez la payer. Vous n'avez rien à faire, vous devez la rembourser. Ce qui, à mon avis, pose un problème qui est celui de,
je ne dirais pas de la qualité de la dette, mais de la destination de la dette, de l'utilisation que vous faites, donc de l'endettement. Et à ce niveau, ce que je crains, c'est que même si on n'est pas surendetté du tout, il est clair que notre capacité de remboursement, surtout si ce n'est pas de la dette à très long terme, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, notre capacité de remboursement est à prendre en compte. Et en plus, si les indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire si la croissance est une croissance qui est fondée, qui est tirée par l'investissement, par les investissements publics, nous avons forcément un problème quelque part. Parce que ça devient une croissance un peu comptable. Alors la question, c'est un peu comment est-ce que le secteur privé prend le relais, c'est-à-dire comment l'endettement permet d'amener le secteur privé à prendre le relais pour que la croissance ne soit plus pas une croissance comptable, mais une croissance tirée par les investissements du secteur privé. Parce que c'est seulement en ce moment qu'on peut être sûr que la richesse se produit et que, bon, voilà. Donc, comment voilà. L'endettement, ou bien comment le secteur privé peut prendre le relais? Oui, c'est-à-dire comment est-ce que l'endettement, l'investissement, l'utilisation, je dirais, de la dette peut permettre au secteur privé d'être le moteur de la croissance. D'accord. Que ce soit simplement des investissements. Merci. Findi Law Premier. Party.